été fait sur l'ensemble. C'est-à-dire qu'on prend la totalité des émissions anthropiques et on divise par le stock total des sols. Et c'était une façon d'expliquer à des décideurs que le sol pouvait jouer un très grand rôle. Après, ceci étant dit, on ne pouvait pas l'appliquer partout. Donc même si on garde cet objectif d'augmentation des stocks de 4 pour 1000 par an, on a quand même une action significative pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est aussi une augmentation qui, d'un point de vue agronomique, reste réaliste. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait dire, sinon on augmente tous les stocks de 20%. Mais là, c'est totalement irréaliste. Voilà, c'est ça. Il fallait que ça reste quand même réalisable. Hein, sinon... Et je pense pas que du coup vous ayez montré vraiment de quantification de ce qu'on arrivait à faire, avec des choses comme l'agriculture de conservation, etc., ce que vous avez présenté. Mais est-ce que du coup ça a été vraiment... qu'il y a une étude, je sais pas, de quelque chose d'assez... Alors, il y a beaucoup d'études. Il y a en ce moment l'INRA qui mène une étude sur la faisabilité du 4 pour 1000 en France. Et donc, le rapport devrait sortir dans les mois prochains. Et en gros, une des conclusions de ce rapport, c'est que... Enfin, je ne vais pas anticiper sur les conclusions, mais disons que ça reste quelque chose de tout à fait faisable, mais ça nécessite des changements de pratique assez drastiques. Et enfin, c'est faisable à l'échelle de la France, c'est-à-dire qu'à l'échelle de la France, ce serait faisable. Il faut voir, hein, Donc, juste pour reprendre la question, les seuls chiffres qu'on a vus, c'était plus 10% en gros sur les parcelles qui étaient testées. Du coup, ce chiffre-là, il est aberrant par rapport au 4 pour 1000. Est-ce qu'on a une idée de la moyenne et de la distribution de ce qui est faisable? Non, justement, c'est ça, c'est toute la question. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est très difficile, c'est que chaque situation est très différente. Donc, on ne peut pas arriver avec une solution miracle. Non, mais c'est faire une distribution. Oui. Non, mais la déjà une distribution de ce qu'il y a. Non, mais là, le problème, c'est que là, c'est le monde de l'agriculture, on ne peut rien, c'est comme ça que ça s'est défini dans la relation à la société. À l'origine, c'est un problème politique. Le 4 pour 1000 a été défini à la COP 21 par cette règle de 3, en gros, une règle de 3 planétaire, et on est arrivé à la conclusion, le 4 pour 1000 est parfaitement atteignable, vu les statistiques, non, c'est même pas les statistiques, hein. Vu la règle de 3 planétaire, quantité de surface cultivée, quantité de carbone dans le sol, quantité de flux, etc. On fait nos calculs et on dit 4 pour 1000, parce que c'était un beau chiffre aussi, 4 pour 1000, c'est sorti comme ça. Enfin, bon, il y avait des gens il y avait quand même quelques lobbies liés par l'agriculture de conservation qui étaient là pour discuter en disant si on pense que c'est jouable. Vous voyez, donc on est pas du tout dans l'analyse scientifique. Depuis, les recherches scientifiques se sont mises en place, il faut reconnaître. Alors on avance, mais quand tu parles d'études statistiques, alors là, vu ce que tu demandes, je pense qu'on en a pour 10 ans, 15 ans. Malgré tout, l'expertise qui est en cours à l'INRA et donc le colloque de restitution aura lieu le 13 juin. Oui. Ça a déjà beaucoup avancé. Oui, et en fait, je vous ai montré une initiative ABC Terre qui essaie de reconstituer système de culture, teneur en carbone organique, type de sol, etc. Ce genre de choses qui est fait aussi avec le modèle STIC, c'est le modèle STIC qui est utilisé, qui permettra quand même, je pense, de faire des statistiques sur le type de situation. Voilà. Il faut croiser tous ces éléments et ça varie en fonction de tous ces éléments. En fait, peut-être quelque chose qui est important à savoir par rapport au 4 pour 1000, c'est que, alors je ne me souviens plus de la date exacte, mais en gros, c'est deux auteurs principaux qui avaient fait ce calcul, qui sont Jérôme Balédin et Dominique Carouès, qui avaient fait ce calcul il y a déjà un certain nombre d'années. Et en fait, ça a beaucoup surpris la communauté scientifique de sciences du sol, c'est que tout d'un coup, en fait, ça a été repris par le ministre et très rapidement, tout s'est remis en place. Alors que, effectivement, c'était quelque chose qui était dans la littérature depuis très longtemps, mais personne n'avait trop réagi à ça. Et quel est le budget alloué à l'INRA pour ces recherches? Est-ce que c'est considéré comme une priorité par l'INRA? Alors, il y a des appels d'offres qui sont liés typiquement à ça. Des appels d'offres au niveau national et au niveau européen.
Maintenant, je saurais. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a, je n'ai pas les chiffres en tête pour savoir exactement combien d'argent est alloué à ce truc-là. Parce que c'est vraiment une priorité. Enfin, c'en est une dans le sens où il y a beaucoup de choses qui sont faites sur... parce que quelque chose qui est très important, qui a été dit par Antonio, c'est que on demande beaucoup au sol agricole et on demande beaucoup d'agriculteurs. On demande de produire encore plus de nourriture qu'auparavant. En ayant un impact limité sur l'environnement, il faut produire de l'énergie, il faut produire des fibres pour les textiles. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont faites pour essayer, de programmes de recherche, pour essayer, en gros, de ménager la chaleur des chutes. Et donc ça, le 4 pour 1000 rentre dans ces choses-là. Je voudrais apporter quelques éléments à ce débat. C'est un travail qui a été fait dans notre laboratoire, c'est la thèse de Julien Lenoé. Récemment, c'est paru dans Agriculture, écosystème, environnement. C'est une reconstitution finalement de l'évolution des stocks de carbone dans les sols en moyenne territoriale pour la France depuis 1850. Donc en fait, elle a utilisé le modèle AMG de Bruno Maris, c'est un travail qui a été fait en collaboration avec lui d'ailleurs, sur la reconstitution des systèmes agricoles qu'on peut retracer depuis un siècle et demi. Alors il y a une période dans l'histoire où, d'une manière assez générale en France, on séquestre massivement du carbone dans les sols. C'est au moment de la grande transition agricole des années 1950, 1950-1970 à peu près, où on y va à fond dans les engrais de synthèse, les rendements augmentent d'une manière assez phénoménale. Et ça, c'est une période effectivement où on stocke autour de 4 pour 1000 par rapport au stock existant dans chaque région, et d'une manière assez générale partout en France. Et puis évidemment, ça se stabilise parce qu'on atteint le nouvel équilibre. Et puis aujourd'hui, on est certaines régions déstockent parce que les pratiques agricoles ont changé, d'autres stockent un tout petit peu. On est en moyenne autour de 1 pour 1000 par an. Voilà. Ça, c'est la situation actuelle, sans mesure particulière. C'est ce qu'on constate. Bon, donc voilà. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'à la fois 4 pour 1000, c'est faisable, ça c'est fait. Que c'est pas faisable très durablement parce qu'aujourd'hui ça se stabilise mais qu'avec un effort de changement de pratique on peut peut-être y arriver. Cependant, il y a une autre chose à retenir de ça, c'est que le moment où on stocke effectivement 4 pour 1000, c'est le moment où l'agriculture passe d'un système assez extensif ayant très peu de recours aux énergies fossiles, à un système au contraire basé sur les engrais de synthèse qui sont très voraces en combustible fossile. Et on constate que ce moment-là, c'est un moment d'explosion des émissions de CO2 par l'agriculture en général, pas par les sols, mais par l'agriculture en général, à la fois pour la production des engrais et pour le travail mécanique des sols. Et que aujourd'hui encore, le faible stockage qu'on trouve en moyenne, autour de 1 pour 1000, ça représente en fait à peu près 7 fois moins que les émissions de gaz à effet que les émissions de CO2 de l'agriculture. Et donc dire que la séquestration du carbone dans les sols agricoles est la solution au problème des émissions de CO2 par la société industrielle, ça c'est évidemment tout à fait faux. Parce que, en fait, cette séquestration de carbone, elle est financée par une combustion de combustibles fossiles assez massive. Mais on peut atteindre le même niveau de rendement maintenant en étant beaucoup moins consommateur de phyto et d'énergie. Tout à fait, oui, bien sûr. Et donc, à condition d'être en mesure de cultiver des légumineuses. Alors bon, si je peux me permettre d'en remettre une couche, la suite de cette étude, c'est effectivement l'évaluation de ces émissions de gaz à effet de serre et de la séquestration du carbone dans un scénario assez volontariste de passage à l'agriculture biologique généralisée, de reconnexion de l'agriculture et de l'élevage, et de réduction aussi, en passant, de la consommation de protéines animales dans le régime alimentaire humain. Donc c'est le scénario idéal bio, local, demi-darien, etc. Et là, alors effectivement, comme on fertilise moins globalement, enfin c'est un scénario d'extensification, on stocke un peu moins de carbone qu'aujourd'hui. Par contre,
on émet beaucoup moins de CO2 et du coup le bilan est positif. Mais pardon, l'activité agricole émet moins de CO2. Oui. Donc voilà, enfin, je veux dire que il faut toujours regarder la séquestration de carbone en regard des émissions de CO2 directes et indirectes de l'agriculture. Mais pas que, parce que je veux dire, l'agriculture, je pense aussi sa carte à jouer dans le service qu'elle peut rendre, dire, à la société qu'un grand S. Aujourd'hui, si vous roulez des voitures qui émettent des particules fines, etc., on va imaginer, hein, si on était décideurs politiques avec les bourses qui débordent, pas de problème d'argent, etc., dire, ok, on accepte un certain niveau de pollution parce que on peut considérer que c'est un confort qui est demandé par certaines catégories de la population. Auquel cas, on accepte aussi d'encourager les agriculteurs sur des pratiques un peu plus vertueuses, différentes de celles qu'ils font aujourd'hui, hein, ce que je vous ai présenté sur la limitation du travail du sol, sur des sols couverts plus longtemps avec des légumineuses, etc. Malheureusement, ce scénario-là, il peut exister dans des études, et je pense que je serai en retraite avant que voilà, ça voit le jour sur le terrain. Parce qu'il n'y a pas eu encore de prise en compte par la population de chercheurs d'études semblables à celles que vous venez de décrire, impliquant l'agriculture de conservation. Peut-être des Américains, peut-être. Oui, et malgré tout, il faut aussi se méfier. Ben oui, parce que c'est pas que je suis anti-américain, mais et c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes conditions. C'est pas du tout les mêmes conditions que chez nous. Hein. Parce que quand même, on peut supposer. Enfin, vous m'arrêtez si vous estimez que je vais trop loin, mais je pense qu'on peut supposer qu'une agriculture de conservation bien menée, alors évidemment, là, c'est une première condition, il faut que ce soit bien menée, c'est-à-dire que les agriculteurs bien formés, de très bon niveau, connaissant bien leur pratique dans leurs conditions et être capables de s'adapter, eh bien, ils arriveront à des résultats dans le rapport disons, plus de carbone, mais en même temps optimisation de la production, parce que l'agriculture biologique n'optimise rien du tout. Là, on arriverait à des niveaux de production d'un tout autre ordre de grandeur, tout en ayant une garantie de plus de carbone. Et à ce moment-là, on peut rentrer en effet dans une situation qui sera assez étonnante de qualité agricole, qualité environnementale, niveau, alors ça paraît incroyable, et en même temps, les agriculteurs ayant un niveau de revenu à peu près décent. Je peux vous demander pourquoi vous dites que l'agriculture biologique n'optimise absolument rien et pourquoi vous l'opposez à l'agriculture de conservation? Non, je ne l'oppose pas. Je veux dire, quand on réfléchit à l'agriculture de biologique, on n'est pas du tout dans la même approche que l'agriculture de conservation qui protège le sol systématiquement. L'agriculture biologique, ça ne fait pas partie de la règle. On peut le faire, mais c'est pas obligatoire. Ça ne fait pas partie de la logique. C'est même très compliqué. Voilà, c'est ça. Oui. Ah oui, parce que comme ils ont pas, comme ils ont bien sûr, ne pas travailler le sol en agriculture biologique, alors ça c'est un sacré challenge. Et en fait, on pourrait imaginer d'arriver à l'agriculture biologique à condition d'être passé par l'agriculture de conservation d'abord, et peut-être. Mais je dis peut-être, parce que le moindre... On connaît beaucoup d'agriculteurs biologiques qui couvrent leur sol en permanence. Et la question du travail du sol est peut-être moins centrale qu'on ne le dit là-dedans. Autant la couverture permanente du sol, qui est un des piliers de l'agriculture de conservation, c'est quelque chose d'extrêmement important par rapport aux enjeux qu'on a évoqués. Mais le travail du sol en lui-même, il me semble que ça ressortait assez bien de ce que vous avez montré, n'est pas quelque chose d'essentiel par rapport à la conservation des stocks de carbone. D'après les derniers résultats, je voulais ajouter quelque chose. En fait, moi j'ai un gros point d'interrogation qui vient sur tout ce que vous dites, c'est que les études dont on parle, elles sont basées sur l'expérience des gens, beaucoup sur de la modélisation. Et dans ces paramètres de modélisation, il y a quelque chose que M. Guénet a bien souligné, c'est qu'on ne connaît pas la capacité réelle du stockage de matière organique des sols. Aujourd'hui, les modèles qui sont utilisés, tant qu'on met de la matière, elles se trouvent minéralisées ou stockées. On ne sait pas en fait jusqu'à quel taux on a dans cette partie. Donc à la fois dans les modèles, mais finalement, catégorie, il faut qu'on le fasse pendant une grosse trentaine d'années pour assurer la transition énergétique. Donc est-ce qu'il y a des programmes de recherche aujourd'hui qui sont menés
pour évaluer de manière physico-chimique la capacité réelle des sols de stockage, à la fois pour savoir où aller optimiser du 4 pour 1000 et à la fois pour optimiser les modèles qui vont donner les bonnes pratiques culturelles. Parce que si on n'a pas cette capacité réelle de stockage, on ne saura pas si on peut faire du 4 pour 1000 pendant 30 ans pour assurer la transition énergétique. Il y a deux éléments de réponse à ça. Le premier, c'est que effectivement, la question de la saturation du carbone dans les sols, c'est une vraie question de recherche. Et il y a des programmes, notamment il y a le réseau de mesure des qualités des sols, qui est un réseau qui est fortement porté par l'INRA d'Orléans, l'unité Infosol, qui en fait échantillonne la France à une grille, si je ne dis pas de bêtises, de 16 km². C'est un... Si, parce que justement, en fait, ils ont fait une première campagne de mesure il y a une dizaine d'années et ils sont en train de faire une deuxième campagne de mesure. Donc ça va permettre de connaître un delta. Et comme disait Annie, ce qui est très difficile, c'est la mesure. Et donc là, on va être capable de faire ça. Mais en fait, j'ai envie de dire que c'est presque pas un problème dans le cadre du 4 pour 1000 sur les sols agricoles, parce que finalement, si vous prenez un sol en forêt et un agrosystème, comme le montre Antonio, on va être sur on va avoir sous forêt 80 tonnes par hectare, alors que sous un agrosystème, on va être de l'ordre de 35. Donc finalement, avant qu'on arrive à doubler le stock pour atteindre le stock qui est en forêt, on peut penser que c'est un objectif atteignable, finalement cette question de la saturation, elle va arriver encore bien plus tard. Donc c'est un débat scientifique qui est assez complexe, mais finalement dans le cadre de l'action du 4 pour 1000, c'est pas vraiment un problème. Moi, c'est presque une question aussi. Enfin, je sais que dans le modèle qu'on a montré à MG, on fait une hypothèse assez forte sur la partition entre carbone actif, carbone stable, puis ça joue un grand rôle quand même dans les estimations. Et Claire Chenu porte un projet qui va aider à essayer de mesurer, parce que pour l'instant on peut qu'essayer de l'observer et puis de faire du marquage. Mais voilà, ça risque de changer aussi quand même la physionomie de ce qui va sortir des modèles une fois qu'on en saura un petit peu plus. C'est la partition entre... Là, il n'y a que 2 boîtes, mais dans d'autres modèles de recherche, il y a plusieurs boîtes nombreuses. Mais on rejoint cette question-là. En fait, ce qui est difficile, c'est qu'on est sur quelque chose qu'on souhaite appliquer tout de suite, avec des questions de recherche qui sont très fondamentales. Et donc, notamment... Enfin, on ne va pas rentrer forcément dans les détails, mais ne serait-ce que d'avoir des modèles où on a des compartiments, c'est déjà une question scientifique en soi. C'est-à-dire que finalement, la matière organique, c'est un continuum. Et donc, la séparer par compartiment, en faire 2, en faire 4, en faire 10, ou en faire aucun, c'est déjà une question de recherche. Donc, il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur ça. Maintenant, ce qu'on peut dire quand même... c'est que les améliorations, en fait, on peut faire un peu un parallèle avec ce qui s'est fait avec les modèles de climat. C'est-à-dire que les modèles de climat qu'on a fait tourner il y a 20 ou 30 ans, ils donnent en gros les mêmes tendances que les modèles actuels qui sont beaucoup plus précis. Donc en fait, on améliore la prédiction, mais la tendance, elle n'a pas changé. Et donc on peut imaginer que les modèles qui sont utilisés pour faire ces prédictions-là vont, en gros, on va réussir à réduire les incertitudes, mais la tendance ne va pas changer. J'avais une question sur l'agriculture de conservation. Est-ce qu'on a une idée de l'amélioration du taux de rendement énergétique de cette agriculture par rapport à une agriculture plus classique? Moi, personnellement, je n'ai pas de chiffres à vous donner. On peut supposer, ça reste au niveau de connaissance une supposition, que ce rendement soit effectivement meilleur, puisque dans un système, je veux dire, connu et maîtrisé par l'agriculteur. C'est-à-dire qu'il a réussi à trouver les bonnes plantes de couverture, il n'a pas de problème de compaction de sol, il n'y a pas de problème de campagnol, parce que je vous ai présenté que les avantages. Dans tout système, il y a aussi le revers de la médaille, il n'y a pas de campagnol, il n'y a pas de limace, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il est quand même plus économe en intrants. Et aujourd'hui, là... Mais vous n'avez pas de chiffres. Je n'ai pas de chiffres à vous donner, et
me refuse de vous communiquer un chiffre que je n'aurais pas vérifié, parce que je ne pouvais pas non plus vous lancer dans le faux. Pour le moment, les seuls chiffres qu'on a, c'est plutôt des chiffres au cas par cas d'une exploitation agricole qui montre ses résultats, et tout le monde est surpris en disant ah oui, là vous avez quand même des résultats qu'on ne voit pas ailleurs. Mais pouvoir dire que c'est... hein, il y a tellement de conditions qui fait que, parce que c'est une exploitation, un type de sol, un type d'équilibre, parce que plus de ça, ils ont tout un système, ça dépend, polyculture, élevage ou pas, donc il faut savoir si on compare des choses comparables, c'est très difficile. Mais avant qu'on arrive à avoir des études qui le fournissent de manière précise, ben ça va être un peu long quand même, parce qu'il faut pouvoir le faire sur les années. L'intuition voudrait quand même que, puisqu'on maximise la photosynthèse, Oui. et que dans un certain nombre de systèmes, on essaie de capter l'azote dans l'air, il y a une économie d'énergie. Intuitivement, il y a bah oui. Oui, non, je suis d'accord. utilisation de l'énergie disponible, entre guillemets, gratuitement, et puis une économie d'énergie par rapport à la synthèse d'azote minéral, qui doit être en faveur très largement de ces systèmes. Mais après, Oui. On le suppose, maintenant, de là à annoncer des chiffres. On peut pas. Aujourd'hui, on peut pas. qu'est-ce Voilà, qui si peut on- monter dans l'autre sens? Dans une approche strictement scientifique de attends les résultats précis, mesurés, pour vous dire on ne sait pas. Dans l'approche pragmatique, pas mal d'agriculteurs, et puis intuitivement, ils vont faire les calculs, ça paraîtrait logique. Vas-y Hervé, parce que sinon tu n'y arriveras pas à parler. J'attendais que l'animatrice. Donc, je voudrais aborder un autre problème. Donc, pour les émissions de carbone, c'est pareil pour le 4 pour 1000 et tous les autres cas. Si on fait quelque chose en France qui n'est pas fait à l'échelle mondiale, donc ça ne sert à rien, enfin, à moins que ça améliore la pratique agricole. Et donc, quel est le degré d'avancement dans les autres pays? Est-ce qu'il y a le même engouement, entre guillemets, dans les